tous, je vais appeler cette vidéo Acte 10, Gilets jaunes et journalistes, la réconciliation. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose auquel je crois. Je dois toujours rapporter mon expérience en ce qui concerne les relations toxiques, puisque c'est mon expérience qui a été la plus longue. C'est vraiment l'expérience la plus importante et celle que je voudrais transmettre, en tous les cas, pour essayer de participer à mettre un peu de compréhension, un petit peu de conscience au milieu de tout ce mental, puisque les problèmes de mental et de conscience sont les mêmes avec le journalisme. Nous n'avons en majorité plus que des personnes dans le mental. Ce n'est pas parce que tu es, par exemple, bon pour aller chercher de l'information, ce n'est pas parce que tu es cultivé que tu es forcément dans la conscience, hein. On parle bien de la conscience de soi-même, la conscience des autres et la conscience de l'univers. Et de ta façon, en fin de compte, d'appréhender et d'interagir avec les autres. Le journalisme, pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu comme une famille. Vous avez le papa, c'est le président. Vous avez la mère, c'est le journalisme. Et puis vous avez l'enfant qui est le peuple. Le journalisme aujourd'hui, pour moi, en tant que gilet jaune, je pense pas être complètement stupide pour pouvoir un peu analyser les choses depuis mon expérience, hein, et exprimer mon ressenti. Je ne dis pas que c'est le ressenti de tout le monde. Je ne dis pas que c'est ça exactement, je dis ce que je ressens. Pour moi, le journalisme, c'est donc un enfant qui est violé régulièrement par son père, et la mère lui dit, écoute, on va pas envoyer papa en prison, hein. Tu vas prendre un petit peu sur toi. Ça dure pendant quelques décennies, et puis un jour, l'enfant s'éveille, l'enfant commence à, en fait, conscientiser qui est cet enfant, qui je suis, qui est ma mère véritablement, et qui est mon père. Et commence à entreprendre de se défendre, et avec surtout avec ses moyens. Le problème, c'est que papa, en quelque sorte, il représente beaucoup de choses, et il a du pouvoir sur beaucoup de choses. Et maman, elle a le pouvoir de faire croire que l'enfant qui a été violé pendant des années est une menteuse, par exemple. Voilà ce qui est un petit peu en train de se passer. C'est un peu comme un... Derrière la presse, pour moi, il y a quelque chose de sacré. Vraiment de sacré. Un petit peu comme un père dans une église, un prêtre, un curé, et qui se met à être un pédophile. Et puis quelque chose qui se généralise un petit peu comme ça se généralise par exemple au Vatican, où on a vu une enquête qui a été très sérieuse, où on voit en fin de compte des centaines de pédophiles qui sont protégés par l'Église et déplacés, et qui vont faire des milliers et des milliers de victimes, et on continue à protéger en fin de compte les pédophiles. Et après, vous avez des jugements qui sont étonnants. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai en tous les cas. Et là, on parle bien donc de relations toxiques. La réconciliation, elle ne peut pas se faire simplement en dialoguant avec quelques gilets jaunes. C'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec cette histoire de cet enfant, de cette mère et de ce père, qui ne, réconciliation qui ne peut se faire en fin de compte qu'avec la justice et avec cette possibilité de revenir sur l'ensemble des faits. Ça voudrait dire presque une métamorphose. C'est un petit peu comme un cancer en fait. Le journalisme, vous aviez une cellule qui a été atteinte, parce que les personnes qui sont dans le mental éliminent toutes les personnes qui sont dans la conscience. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle la pensée unique dans toutes sortes d'organisations humaines. Ça peut être social, économique, politique, vraiment dans tous les domaines. C'est insupportable pour les personnes qui sont dans la conscience. Et je le répète, ce n'est pas forcément... C'est pour moi, en tous les cas, quelque chose d'aléatoire par rapport aux rencontres que j'ai faites dans ma vie. J'ai de nombreux exemples de personnes dans la conscience qui pouvaient être cultivées ou non, avec des parcours tous différents,
c'est cette sensibilité. Ce sont des personnes qui ne sont pas donc dans l'animal, la pulsion, l'ego, les problématiques narcissiques. Céder à la pulsion, aux tentations. Des personnes qui ne sont pas comme ça, et c'est pas forcément lié à l'éducation, puisque j'ai vu des personnes naître dans des environnements toxiques et être en conscience, et ne pas céder aux tentations, ne pas être des êtres pulsionnels. Et c'est pour moi en tous les cas aléatoire. Mais aujourd'hui, le journalisme, c'est ça. Et ce qui s'est passé, ce sont des décennies de mensonges. Quand on apprend ces mensonges ensuite, plus tard, parce que ça perce par moments, parfois le journalisme lui-même, quand il ne fait pas son travail, mais n'a rien à se mettre sous la dent, alors une affaire va sortir. On voit qu'en réalité, c'est la brèche d'Internet qui a permis de nombreuses révélations. Et ce qui veut dire qu'il y a la nécessité maintenant d'une immense réforme à l'intérieur, en tous les cas, hein, ça c'est mon point de vue, à l'intérieur du journalisme. Une immense réforme à l'intérieur. Que ce soit dans la façon à qui appartiennent en fin de compte, les médias, comment ça s'organise à l'intérieur, et tu sens un cancer généralisé. Je vous ai mis l'image d'un journaliste, je n'ai pas son nom. Il y a un journaliste qui a été accusé d'être ce journaliste à cause d'une ressemblance. Attention, moi je vous ai mis cette image où on voit à quel point maintenant on est toujours dans la tour d'ivoire. C'est cette image, vous voyez bien quand je dis la pensée unique, vous avez M. Macron qui nous insulte, qui nous méprise, qui nous stigmatise, ainsi que l'ensemble de son gouvernement. Et vous avez en haut de cette tour, toujours une tour d'ivoire, un journaliste qui fait un bras d'honneur. Pour pouvoir faire un bras d'honneur à des centaines de personnes, ça veut dire que tu es un intouchable, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Et maintenant, le problème, c'est souvent les personnes qui sont dans le mental vont céder à la tentation de faire le bras d'honneur. Et c'est le mental, ça. Et ce sentiment, en fin de compte, d'être un intouchable. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce n'est même pas forcément les personnes les plus méprisantes qui vont sur le terrain, qui vont être accueillis tels qu'ils sont, en fin de compte. Hein. Ils vont récupérer ce qui a été semé pendant des décennies, quoi. On a vu, par exemple, là je témoigne, hein, c'est un témoignage, on a vu les élections. Et j'ai vu des personnes ne pas passer autant que les autres, donc on nous a volé les élections. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Gilets jaunes ont pris conscience de tout ça. Le fait de sortir de l'isolement, je vous avais fait un petit schéma, le fait de sortir de l'isolement, on va dire que, regardez le RIC, par exemple, qui était très difficile L'idée était très difficile à développer. Et les Gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient informées et des personnes qui ne l'étaient pas. Et tout le monde est en train de vivre ensemble et de s'informer. Et de s'informer donc aussi également sur la presse et tout ce qu'elle a comme responsabilité dans tout ce qui est en train de se passer. C'est la presse qui me dit où est-ce que je dois concentrer mon attention, qu'est-ce que je dois faire demain. C'est la presse qui me dit l'État, par exemple, là où je vis, j'expliquais, il n'y a pas eu d'abeilles cet été. Il reste moins d'un tiers des hirondelles. La terre, elle est pourrie, les nappes phréatiques sont pourries. Tout est pourri ici. Il n'y a plus d'animaux dans la forêt. Ça ne les empêche pas d'aller tirer quelques coups de feu. Tout s'effondre socialement. Il n'y a plus de liens sociaux. Ça, c'est à la presse en permanence de marteler et puis de faire en sorte qu'il se passe des choses. J'ai expliqué, par exemple, ça c'est toujours mon point de vue et mon expérience personnelle, mais je viens d'apprendre par le maire de mon village que je vais être à la rue dans 2 mois. J'ai vécu plusieurs années dans un logement insalubre. Il n'y avait rien qui puisse être fait. Ça, c'est le rôle de la presse. Le maire de mon village va m'annoncer que je ne vais pas avoir de logement en ayant fait appel à la communauté de communes, c'est-à-dire toutes les communes aujourd'hui maintenant travaillent ensemble, font des réunions. Le maire a donc contacté tous les maires des autres villages. Et il a appris qu'en fait les logements étaient tous pris par des personnes arrivées fraîchement en France. De là on attend aussi de ma réaction d'être dans le mental.
d'entrer en dualité avec les personnes fraîchement arrivées en France. C'est ce que je disais, je fais toujours un rappel, je m'excuse pour ceux qui suivent, mais je n'entrerai pas en dualité avec eux. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics de mettre en place des logements sociaux et qu'il n'y ait absolument personne dans la rue. Je ne voudrais pas qu'on expulse une famille fraîchement arrivée en France, ou même une personne fraîchement arrivée en France qui aurait un studio, pour m'y mettre à sa place. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait tous un logement. Et ça, c'est aussi le rôle de la presse. La presse a permis, en fin de compte, de permettre aux présidents qui se sont succédés les uns et les autres, de pouvoir laisser la situation complètement se dégrader. Ce qui veut dire que quand tu t'éveilles, tu as l'impression d'avoir un président, avec tous les avantages d'un président, et tu réalises qu'en fait, c'est pas un président, c'est un directeur le directeur de la fonction publique, mais qui a tous les avantages d'un président, et qui théâtralise une forme de présidence. Je suis le président de la République, mais en vérité, ce n'est plus qu'un directeur qui n'applique que des directives européennes. Ce qui veut dire que ceux qui s'éveillent en voyant tout un théâtre s'effriter et en voyant des masques tomber, et plus que du théâtre. Mais nous ne sommes pas dans un théâtre. Le quotidien, tous les jours, ce n'est pas du théâtre. Ce qui fait que je suis content de vivre ce que je vis aujourd'hui, puisque ça me permet de me rendre compte de qui est responsable de quoi. Bien sûr, je ne peux pas juger comme un juge ou comme un avocat ou quelqu'un qui a une grosse formation juridique et dire un tel est responsable d'une chose ou d'une autre, mais je suis quand même capable de dire que c'est la presse qui me permet d'aller vers cette conscience. Et au moins, si ce n'est pas une conscience de moi-même, la presse peut me permettre d'avoir une conscience de mon environnement et de la dégradation de mon environnement, et puis peut-être de changer mes habitudes. La presse, ça peut me permettre de changer mes habitudes alimentaires, ma façon de voter. La presse, ça peut permettre d'aller vers des réformes, mais elle va faire tout l'inverse. J'ai donc observé ce qui s'est passé là avec les Gilets jaunes depuis le départ. Ce ne sont que des personnes, on a l'impression de personnes. C'est-à-dire que les réactions, elles sont intéressantes parce que la réaction des journalistes est la même que certains utilisateurs de réseaux sociaux. Ils sont derrière un clavier, ils ne sont jamais sur le terrain, ils vont apporter leur avis à partir d'un ensemble d'images qu'ils vont voir sur Internet. C'est vrai que ça peut donner une impression négative par rapport aux images, mais quand tu es sur le terrain, tu vois tout autre chose. Ce qui veut dire que tu es avec les autres. Tu n'es pas forcément parti pris. Je garde quand même un certain recul. C'est pas parce que je suis gilet jaune que j'ai le même niveau de conscience que les autres. J'ai un pied, je veux dire, dans le mental et dans la conscience. Il ne s'agit pas de dire que je suis un être parfaitement conscient, mais je garde un certain recul. Il y a beaucoup d'idées que je ne partage pas, mais par contre, nous ne formons plus qu'un. Peu importe que tu sois de gauche, de droite, peu importe ton parti politique, ta religion. Et puis, il y a vraiment ce système maintenant d'interaction entre les personnes dans le mental et les personnes dans la conscience qui interagissent ensemble et avec un très grand nombre de connaissances et qui s'influencent les uns et les autres. Très sincèrement, pour moi, c'est mon avis, la presse fait partie comme pour la politique, c'est un cancer. Il y a eu au départ des cellules cancéreuses qui ont atteint d'autres cellules. Ce sont ceux qui se soumettent pour ne pas se retrouver au chômage. Et d'autres cellules qui se sont éloignées. Des personnes qui vont trouver d'autres moyens de subsistance dans la vie, créer leur propre blog, etc. Ça me fait penser un petit peu à l'image d'Olivier Berruyer, qui a décidé d'être honnête, qui va ouvrir un blog. Sa partie, bien sûr, c'est plutôt l'économie, mais qui s'intéresse un petit peu à tout, et qui se retrouve en quelque sorte à faire le travail de journaliste. En quelque sorte, même si c'est beaucoup des articles qui reprend et qui remet en ligne, mais c'est compliqué pour nous tous, en fin de compte, de s'informer et d'avoir la vérité au milieu des fake news, au milieu de tout un tas de choses. Ce qui veut dire que si la presse, elle avait fait son travail, les fake news n'auraient jamais pu prendre une telle ampleur, en tous les cas. Sachant qu'on l'a vu ensemble,
C'est là où c'est terrible, c'est que beaucoup de fake news viennent de la presse maintenant, viennent de la politique, et avec des déclarations qui sont d'une gravité exceptionnelle, comme Mme Schiappa qui va commencer à dire que les Gilets jaunes seraient financés par des puissances étrangères. Je veux dire, si la presse faisait son travail, Mme Schiappa, suite à cette déclaration, aurait été immédiatement remerciée. Elle aurait dû quitter le gouvernement. Et ce qui peut faire qu'elle reste au gouvernement, c'est c'est le travail de la presse pour moi qui n'est plus fait, quoi. Parce que vous avez le pouvoir, la presse, de nous indigner quand ça vous arrange. Comme j'expliquais par exemple, vous êtes indigné parce qu'il y a de la violence, vous êtes indigné parce qu'il y a des voitures qui sont brûlées, des poubelles qui sont brûlées, parce qu'on jette des pavés, par exemple, pour moi perso, je ne le fais pas, hein, mais parce qu'il y a des pavés qui sont jetés aux policiers. Mais je vois rarement la presse indignée pour les 500 personnes qui meurent dans la rue. Et ce silence, c'est-à-dire qu'on peut disparaître dans la rue, comme j'expliquais, quand tu veux cacher quelque chose, mets-le en évidence. Et ben, les gens viennent disparaître dans la rue et des fois avec des enfants. Il y a des enfants qui meurent dans la rue, il y a des personnes de tous les âges, des hommes et des femmes, qui meurent dans la rue et qui meurent en silence. Et ce travail n'est pas fait. On voit bien qu'il y a cette nécessité d'être informé pour la population, ben, ce n'est pas là, quoi. Il y a par exemple aussi, c'est un exemple, 600 casques blancs qui ont été envoyés en Europe. Ces 600 casques blancs ont été présentés en quelque sorte comme des civils qui se seraient portés volontaires pour aider les victimes. Mais tu t'aperçois en cherchant un petit peu que ce sont tous des personnes avec des uniformes militaires, quasiment tous, qui étaient dans une zone occupée. Comment pouvait-il y avoir dans une zone occupée par des rebelles des personnes en tenue militaire qui fassent les casques blancs? Et pourquoi ces personnes, si elles vivaient sur place, ne sont pas restées sur place une fois que le territoire a été libéré et que ces personnes ont été envoyées en Europe? Il y a plein de choses comme ça, plein de questions qui se posent. Ce qui veut dire que nous sommes loin d'avoir payé aujourd'hui toutes les conséquences du journalisme d'aujourd'hui, de tout ce qui n'est pas fait comme travail. Ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup maintenant de personnes qui s'improvisent journalistes. Je peux moi aussi, dans certaines de mes publications, dire que je me suis improvisé journaliste, puisque j'essaye de renvoyer de l'information, mais des fois c'est des mauvaises informations. Ce qui fait qu'il y a une dégradation dans tous les sens. Ça laisse aussi la possibilité à des types, ou des femmes, mais c'est souvent des hommes, j'ai remarqué, de se présenter en tant que lanceurs d'alerte, des types pervers, manipulateurs, paranoïaques, qui créent toutes sortes de liens entre des choses et qui vont avoir aujourd'hui en plus un succès extraordinaire, puisque au fur et à mesure que tu découvres qu'on t'a menti, tu vas entrer aussi peu à peu dans la paranoïa. Ça c'est pareil, si tu es dans la conscience, tu seras beaucoup moins affecté par cette problématique de paranoïa, mais les personnes qui sont dans le mental sont très affectées aujourd'hui et deviennent un public de ces paranoïaques, mythomanes, des espèces de malades. Ce qui veut dire que ce cancer a recréé en plus d'autres tumeurs. C'est un cancer généralisé. Le cancer, ça se soigne par le feu, voilà, par la chimiothérapie. C'est le sentiment que j'ai. Ce qui veut dire que la réconciliation, elle ne peut passer que par quelque chose auquel je ne crois pas, ça n'arrivera pas. Tu ne réformes pas comme ça, il faudrait que tout soit réformé très en profondeur. C'est vrai que le RIC pourrait nous permettre aussi d'y accéder. Ça veut dire, on pourrait reparler de comment s'organise le journalisme par rapport à la finance. Il y a vraiment une immense réforme aussi à faire au niveau du journalisme. Mais je ne crois pas maintenant, personnellement, à une réconciliation. Je pense que ça va se durcir. Je pense que de faire des bras d'honneur dans ta tour d'ivoire et qu'il n'y ait pas de moyens, en fin de compte, de voir les personnes responsables assumer leurs responsabilités, va pousser certaines personnes à faire des bêtises. Ce qui veut dire que si les gens ne peuvent pas obtenir la justice, par le gouvernement, par les organisations actuelles, procéderont autrement. Alors là, ça s'exprime
À Rouen, vous avez eu un journaliste de LCI, je crois, qui a été, pas seulement, il y a eu plusieurs journalistes en France là, durant l'acte 9, qui ont été violentés. Mais quelle est notre part de responsabilité à chacun? Je n'attends pas de la part de journalistes dans le mental d'assumer leurs responsabilités, mais je vois bien sur le terrain des journalistes qui peuvent travailler et d'autres qui ne peuvent pas travailler. Et après, il y a parfois aussi des amalgames qui sont faits. Mais c'est de la paranoïa, ça. On est dans le mental, hein. Et le mental, ça va souvent vers des névroses, des psychoses, de nombreuses maladies mentales qui se développent dans le binaire. Papa, maman, je t'aime pas, etc. C'est tous ces journalistes qui sont dans la bien-pensance et qui nous manipulent depuis le départ. Une réconciliation ne peut se faire. La paix, par exemple, pour une victime d'un père pédophile, euh, et puis qui est dans l'inceste, hein, moi, c'est comme des relations incestueuses pour moi. Je le ressens comme tel, en tous les cas. Et ça ne peut se faire que devant une véritable justice où la presse va admettre ses erreurs. Comme par exemple, vous prenez l'histoire des trois motards. Donc il n'y a pas on ne met pas les choses sur la table, il n'y aura pas de réconciliation. Comme il n'y aura pas de réconciliation avec monsieur Emmanuel Macron, qui n'est pas responsable de tout, hein, parce qu'il récupère une très ancienne situation, et il est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avec ses problématiques de perversion, et ses problématiques narcissiques, et puis aussi ses problématiques de délire de mission. C'est quelqu'un qui est... La phrase qui revient le plus souvent, c'est que ce soit les journalistes et les politiques, vous êtes hors sol. Qu'est-ce que veut dire être hors sol, quoi? Vous ne nous représentez pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes dans le mental, à l'image de monsieur Macron, et puis de beaucoup de journalistes aujourd'hui, moi j'écoute hein, sur les plateaux télé, qui posent une question, quand la personne répond, ils s'offusquent. Leur métier, ce n'est pas de s'offusquer. Tu poses la question, la personne répond, tu peux continuer à poser d'autres questions, mais tu n'as pas à t'offusquer. Ça veut dire que c'est aussi cette pensée unique, une forme de fascisme. Le fascisme ne naît pas dans la conscience, le fascisme, il naît dans le mental, dans les personnes qui sont dans le mental. Donc il y a un énorme fascisme en fin de compte, et une énorme violence du journalisme. Ce qui veut dire qu'il faudrait revenir sur de longues années en arrière, admettre les choses, entrer dans le dialogue, et je n'y crois absolument pas, hein, parce que dans le mental, on nie toute vérité. Commencer à dire la vérité, c'est une problématique pour les personnes qui sont dans le mental. On est donc face, pour moi, à un problème à la fois politique et tout ce qui touche le journalisme, très 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 compliqué, quoi. Parce qu'on sait à qui appartiennent les journaux, on sait qu'on est dans une forme de pensée unique, dans une forme de fascisme, et on va entrer donc dans ce que j'expliquais, dans le mental, c'est la dualité. Et la conscience, c'est la voie du milieu, pour reprendre un peu le symbole du taoïsme. La voie du milieu, c'est le dialogue, c'est la conscience sur les choses, c'est rétablir des situations, mais dans le mental, c'est la dualité. Et c'est un rapport de force. Simplement, on est face à un effondrement multiple. C'est un effondrement social, économique, politique, même diplomatique, écologique, environnemental. Et on ne gagnera pas ce rapport de force, personne ne peut le gagner. Et ça ne peut se faire que par une conscience et une métamorphose consciente. J'ai conscience de cette nécessité de métamorphose, mais elle ne viendra pas. Ils iront jusqu'à une forme, en tous les cas, de suicide. Ça me fait penser à Hitler, il y en a qui disent qu'il s'est suicidé ou pas, mais en tous les cas, ce sont des jusque-boutistes qui iront jusqu'au bout, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'insectes, plus de mammifères, plus d'oiseaux, qu'il n'y ait absolument plus rien, parce qu'ils ne sont pas dans la conscience. C'est donc ça se réglera, malheureusement je le pense, que par un immense rapport de force. Et en rappelant que la dualité, qui nous amène à toujours plus de violence, puisque c'est un rapport de force, nous amène à suréquiper la police, nous amène à avoir un pouvoir en place qui ne tient que par l'utilisation donc de la police pour répondre à des problématiques sociales, des problématiques de souffrance sur le terrain. Nous avons donc le sentiment de ne plus être représentés par personne parce que les personnes qui sont dans le mental, déjà, ne représentent pas tous ceux qui sont dans la conscience. Ça veut dire déjà, tu n'es pas représenté. Et deuxièmement, ce sont des personnes qui n'ont vécu que très peu de souffrance dans la vie.
Ils n'ont aucune réalité du terrain. Ce qui veut dire qu'une majorité maintenant de Français ne se sentent plus représentés. C'est fou de se sentir représenté au travers de quelques personnes, des fois très jeunes sur Internet, qui font partie des Gilets jaunes, et tu as le sentiment avec eux d'être représentés. Alors qu'ils n'ont aucune formation politique, ils sont des fois même très peu cultivés, mais tu sens des personnes qui sont dans la conscience, qui sont dans l'empathie, qui ressentent les choses. Et on voit donc un ordre qui a besoin, cet ordre, d'être changé et en profondeur. Je crois que la violence, elle va continuer à augmenter et que la violence va se déplacer. J'ai vu un acteur politique sur Internet, je ne dirais pas le nom parce que je ne veux pas politiser le débat, là, cette vidéo même, mais j'ai vu un acteur politique sur Internet qui a joué le jeu. Il a été de village en village, il a été financé en fin de compte par toutes les personnes qui ont intégré le parti politique et qui a vraiment joué le jeu. Et tu vois qu'en jouant le jeu, c'est en retour, t'as pas ce que tu mérites, quoi. Alors c'est un acteur politique, mais les personnes aujourd'hui qui s'élèvent, ce sont des ouvriers, des personnes simples. Il peut y avoir des banquiers, il peut y avoir des personnes de tous les milieux, de toutes les origines, mais il y en a beaucoup aussi qui sont dans le mental et qui ne vont pas réagir tous de la même façon face à l'injustice. Jouer le jeu, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour démontrer que ça n'apporte plus rien. Que ce soit la voie de la légalité, où on nous demande par exemple de déclarer les, euh, les manifestations. C'est intéressant de déclarer pour des raisons de sécurité, mais en même temps, c'est utilisé contre les gilets jaunes. Alors on n'a plus envie de déclarer. Ces personnes-là là, qui nous dirigent et qui représentent le journalisme aujourd'hui, vous ne faites que faire empirer les choses et alimenter ce feu que l'on peut retrouver aujourd'hui sur le terrain. Le travail de journaliste, c'est le travail que j'ai fait perso, et on est un certain nombre à l'avoir fait. J'ai été sur les péages, j'ai en effet rencontré des personnes dans le mental et des personnes dans la conscience. J'ai été au niveau des ronds-points. Quand j'écoutais M. Castaner, j'avais l'impression que j'allais rencontrer des monstres. Tous les ronds-points ne sont pas les mêmes, hein. Et d'ailleurs, les ronds-points eux-mêmes discutent de l'autre rond-point. Il se passe ça dans mon rond-point, et l'autre, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a parfois même des ronds-points où c'est vrai, en effet, il peut y avoir que des identitaires ou des nationalistes, mais c'est pas le cas tout le temps. Mais tu es sur le terrain et t'écoutes les personnes parler et t'écoutes leurs souffrances. Et donc j'ai vu des choses extraordinaires. Je n'en ai pas vu grand-chose au niveau de la presse, quoi. Je n'ai jamais un retour, et c'est une catastrophe et ils le sentent. Donc les gens se sentent trahis. Ce qui veut dire que, pour ma part, je sens que cette réaction est profondément humaine. Les personnes vont vouloir se faire justice eux-mêmes, puisque à qui s'adresser maintenant? On l'a vu par exemple avec Christophe Détinger. Je ne suis pas dans le mental, je ne suis pas dans la passion avec le personnage. Il y a les images en ligne où, avant de frapper le CRS au sol, 2 secondes avant, il était en train, ce CRS, de frapper une femme au sol. Voilà, ce ne sont que des mensonges et qui ne font qu'amplifier la haine et la révolte qui est en train de se mettre en place. Et je ne crois pas à une réconciliation. Je n'y crois pas. Tellement le curage doit être fait en profondeur. Et maintenant, je m'inquiète, c'est de la radicalisation en effet du mouvement, mais comme la jeune fille qui aura été violée par son père, père protégé par sa mère, commencerait à se radicaliser et à devenir violente. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On peut bien sûr aller s'amuser sur le terrain juridique, mais ce n'est pas dans ce terrain-là qu'on réglera les problématiques. Sachant que comme nous n'appliquons que les directives européennes, il y a beaucoup de personnes qui sont surprises des fois de ce que peut mettre en place M. Macron, mais il y a des personnes qui se sont présentées aux élections qui étaient capables de dire exactement, comme des prophètes, ce qu'allait faire M. Macron depuis le départ, et ça s'est réalisé. Et ça va continuer à se dégrader donc. Ce qui veut dire que quand on parle de lancer une sorte de dialogue national qui est présenté par M. Macron, M. Macron est un mythomane qui gagne du temps
et qui espère depuis le départ, et c'est là qu'il a été incompétent, qui espérait depuis le départ que le mouvement des Gilets jaunes allait s'arrêter. Et c'est aussi le travail du journalisme, je pense, d'aller voir en profondeur ce qu'est en train de faire M. Macron, sans forcément psychologiser le débat et nous parler de perversion narcissique, de pervers manipulateur, mais simplement de nous dire, bah non, vous voyez bien qu'il est en train de suivre un programme et qu'il est tout simplement un directeur administratif, pour que nous arrêtions aussi d'espérer quoi que ce soit de la part de cette personne. Il n'y aura pas techniquement, je pense, une fin de mouvement, c'est quelque chose qui ne fera que prendre de l'ampleur. Il y aura de la radicalisation, comme il y en a eu par exemple en Corse, des personnes qui ont voulu pousser et forcer pour aller au-delà, en fin de compte, des choses qui étaient mises en place, parce qu'ils n'obtenaient pas de réponse. Il va se passer la même chose, quoi. On va aller vers une radicalisation. Et si aujourd'hui, on voit une certaine augmentation un peu de la violence, ça ira, je pense, à se déplacer, à aller vous chercher là où vous êtes. Hein. Mais il faut s'y attendre. Et quand on est dans le mental, c'est le dominant-dominé. C'est un rapport de force. Et bien les gens, ils iront à trouver les solutions pour pouvoir vous dominer. Ça veut dire que tant que vous n'aurez pas peur, vous aurez ce sentiment d'être dans ces tours d'ivoire, qu'en plus de nous désinformer, vous nous faites des bras d'honneur, je pense que la situation va continuer à se dégrader, mais c'est par rapport à votre propre attitude. Parce que ce bras d'honneur est quelque chose, en tous les cas, pour moi, d'inacceptable. D'inacceptable. Mais ce n'est pas un accident. C'est le mépris maintenant que vous pouvez avoir les uns pour les autres, et ce mépris ne peut exister que dans le mental. Alors vous avez de la police pour vous protéger, qui sont dans le mental, qui sont la BAC, qu'on pousse à bout, qu'on conditionne pour ne pas trop réfléchir, qui sont dans le mental. Hein. Puis il y a aussi, chez les Gilets jaunes, il y a une BAC aussi. Il y a des personnes aussi qui sont dans le mental. Et ça continuera comme ça, de façon complètement stupide, à s'exprimer par des rivalités, de la dualité, de la compétitivité. On est là donc dans le monde animal, on est dans le monde des chiens, des chevaux, des poules, des chats, des cochons. On est dans le monde animal. Donc qu'est-ce qui va pouvoir se passer maintenant dans ce monde animal et avec des personnes qui ne nous représentent pas, mais absolument plus. C'est extraordinaire à vivre. On a mis au pouvoir quelqu'un d'incompétent, un mauvais acteur, et qui ne représente absolument plus personne. Qui est complètement donc hors sol, en effet. Il ne représente pas les pauvres, il ne représente aucune de nos souffrances, il ne représente aucune personne qui soit dans la conscience, il ne représente plus qu'une très très grande maladie mentale, puisque les spécialistes le disent, on s'effondre dans Narcisse. Il est donc le président des personnes qui se sont effondrées dans Narcisse. Des personnes qui s'écoutent parler, des personnes qui se prennent en photo, des personnes qui sont dans le culte du corps, dans le culte de la personnalité, des personnes qui sont dans un autre univers. J'ai aujourd'hui le sentiment d'être dans un pays et que le journalisme et la politique, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs, peut-être même presque d'une autre planète. Voilà le sentiment que j'ai. Ça ne pourra pas s'arranger. Pour ma part, je pense, c'est mon avis, qu'on ne discute pas avec des pervers narcissiques, on les met hors d'état de nuire. Je ne parle pas par la violence. Hein. Qu'est-ce qui nous est donné comme possibilité pour les mettre hors d'état de nuire? C'est-à-dire qu'en se protégeant, en contrôlant absolument tout, ils sont en train de signer eux-mêmes la mise en place d'une révolution. Parce que pour moi, changer d'ordre, ce n'est plus le changement d'ordre, ce n'est pas une petite révolte, ce n'est pas une manifestation, c'est pour moi une révolution, une véritable révolution. Changer d'ordre, c'est une révolution. Et tout est atteint maintenant. L'économie est atteinte par le modèle et la façon dont ça s'organise avec les banques. D'un côté, nous surendetter en permanence, puis après, pour te sortir de ton surendettement, tu fais des crédits, tu te surendettes encore plus. L'économie est à réformer, la politique est à réformer, et le journalisme est à réformer. Et ils ne forment qu'un en réalité, ils se connaissent absolument tous. Et même, ce qui m'intéresse, c'est la réaction du showbiz. Et vous pouvez voir que
On en parle depuis des années, hein, qu'ils se connaissent tous, ils se rencontrent. Le monde de l'entreprise, le monde du showbiz, l'économie, le journalisme, tout ça c'est ensemble. Et vous voyez que même la réaction du showbiz, des artistes, est la même. On n'a plus qu'une seule et même façon de penser. On est donc dans un effondrement spirituel. Je ne parle pas de dogme, hein. Je parle de l'esprit. Spirituel, c'est l'esprit. Et on s'est effondré donc parce que les gens dans le mental sont beaucoup plus violents que les gens dans la conscience. Tu peux être un pied dans la conscience, comme moi par exemple, je suis un pied dans la conscience, un pied dans le mental. Il y a des personnes qui ne sont que dans le mental, ça dépend de ton âge, de tes expériences. Mais le mental, c'est de la violence. Et ça évacue toute forme de sagesse. On ne peut plus parler de sagesse, ni dans le journalisme, ni dans la politique, ni dans l'économie, ni même dans le showbiz. Et donc, c'est tout ce qu'il y a de plus violent qui est remonté, qui a tout évacué et qui maintenant a le contrôle. Donc on verra bien maintenant ce qui va se passer en termes de réconciliation, auquel je ne crois absolument pas. Mais sachez que si vous êtes dans le mental en haut et que vous avez là un contrôle absolu, il y a beaucoup de personnes en bas qui sont elles aussi dans le mental. Et puis il y a beaucoup de pays aussi qui ne vont pas supporter ces invectives, ces manipulations, qui à force, par exemple avec la Syrie, l'Irak, la Libye, et puis tous ces pays où on intervient, où on empêche ces pays de s'organiser par eux-mêmes, beaucoup de pays d'Afrique par exemple. Tout ça, au bout d'un moment, on va arriver à saturation. Et ce qui veut dire que le problème ne sera même plus national, ce problème va devenir un problème international, et avec tous les risques que tout cela comporte en fait. Voilà un petit peu ce que je pense de tout ça, quoi. Mais je voulais insister sur le mental et la conscience, parce que ce sentiment qu'on peut avoir d'être incompris vient de personnes qui sont dans le mental, hein. Ils ne sont que dans du théâtre, ils jouent la conscience, ils jouent l'empathie, mais c'est tout souvent très égocentrique, et il n'y aura pas de réponse, et il n'y aura qu'une accentuation compte fait de la violence, et de plus en plus de personnes qui souffrent de ne pas être entendues. Et je voudrais maintenant de plus en plus marteler et parler de conscience et de mental. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que vous n'avez pas été à l'école que vous êtes forcément dans le mental, hein. Tout ça est un petit peu aléatoire. Et après, il existe des processus. Là, il faut s'intéresser à Jung, Lacan, il faut s'intéresser à, aussi à Freud, il y a René Guénon, il y a la tradition un petit peu partout dans tous les pays du monde qui s'est exprimée à toutes les époques, qui vous permet à travers un processus de passer du mental à la conscience. Mais tout ça ne sert pas bien sûr le modèle actuel sous sa forme actuelle, et se protégera de cette métamorphose par exemple. Et voilà ce que je pense de la réconciliation, je crois qu'il n'y en aura pas. Je crois que les choses vont maintenant se durcir dans la dualité, jusqu'à qu'on arrive à mettre de la conscience, prendre la voie du milieu, du dialogue. Et ce sont des choses qui se sont passées dans d'autres pays, comme par exemple l'Afrique du Sud, l'apartheid. Eh ben, on avait mis en prison la conscience, c'est Nelson Mandela. Et quand on en est arrivé à un point de guerre civile, à ce moment-là, on a sorti la conscience de la prison qu'on enferme, puisque les personnes qui sont dans le mental ont très peur des gens dans la conscience, jusqu'à les enfermer, et en rappelant que Nelson Mandela était devenu aussi un terroriste, hein. Il faisait du terrorisme avant d'aller en prison. Donc il était devenu un activiste, un vrai activiste, hein. Donc il a eu le prix Nobel de la paix, le terroriste quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.